La plupart du temps, l'étroite bande de terre qui sépare l'Afrique du Sud occidentale et l'océan est sévère et impitoyable. Cette ceinture aride du littoral s'appelle le Seinveld ou prairie de sable. Mais pour les créatures qui vivent dans l'océan, c'est une toute autre histoire. Ce courant des plus prolifiques est généreux avec chaque habitant de la mer. Pour ceux qui survivent aux températures froides, aux tempêtes et aux houles agitées, ce monde sous-marin est un véritable refuge. Le Seinveld est une terre de contraste et chaque espèce s'est adaptée pour supporter un habitat volatile. La frontière ouest entre l'Afrique du Sud et l'océan est un terrain aride et accidenté. Cette étroite bande de terre qui borde l'océan, le Seinveld, est aussi inflexible que belle. Le sable qui recouvre la côte est gros et drainé. On y trouve essentiellement de solides arbustes et leurs habitants. Les saisons fluctuent d'un extrême à l'autre. Les habitants du Seinveld doivent résister aux vents incessants, aux embruns chargés de sel et au soleil brûlant. Mais pendant une courte période de l'année, après la saison des pluies, le mois d'août apporte une nouvelle vie et le paysage se transforme en paradis. Alors qu'ils attendent patiemment l'arrivée du printemps, les animaux de cette bande de terre endurent sans limite leur impitoyable habitat. L'océan dessine un tout autre panorama. Le rivage rocailleux qui sépare brutalement le lien entre le Seinveld et l'océan est riche et nourricier. La mer est aussi abondante que la terre est rare. Pendant que les créatures terrestres combattent la dureté de la terre, ceux qui vivent en groupe dans la mer apprécient la générosité de l'océan. Les voisins de ces deux royaumes limitrophes sont aussi dissemblables que leurs habitats. Et ici, chaque animal compose avec les saisons et le monde dans lequel il vit. Cette plage au nord du Seinveld est la demeure de l'otarie à fourrure d'Afrique du Sud, et sa base permanente. Les otaries sont des mammifères qui vivent dans l'océan, mais elles gardent un lien étroit avec la terre ferme. Elles passent la plupart du temps dans l'eau, bien que venant à terre pour s'y reposer et mettre bas.
Les otaries sont un curieux mélange d'espèces coincées entre deux mondes diamétralement opposés, quelque part entre la Terre et l'océan. Elles sont beaucoup plus lourdes lorsqu'elles se déplacent sur le sol, ce qui les rend vulnérables face aux prédateurs, mais aussi lorsqu'elles doivent se reproduire. C'est pourquoi les colonies d'otaries se forment seulement là où les prédateurs terrestres sont rares. Les sites idoines se font rares. Cette plage à Kleinsee dans le Seinveld compte la plus grande colonie d'otaries à fourrure du monde. Quand on est si nombreux, avoir de la place est un véritable luxe que seuls les mâles dominants peuvent s'octroyer. Un territoire de mâles dominants fructueux peut accueillir jusqu'à 30 femelles et leur progéniture. Les petits seront allaités pendant 10 mois, jusqu'au printemps. Ensuite, les gros mâles se battront pour les meilleurs sites de reproduction, forçant les plus jeunes à affronter seuls l'océan. L'arrivée du printemps marque le début de leur indépendance. De par la double nature de leur existence, les otaries ont le choix soit d'affronter les dangers de l'océan Atlantique ou la rudesse de la terre ferme. Tous les animaux n'ont pas cette chance. Alors que le printemps est synonyme d'exil pour les bébés otaries, les habitants enclavés du Seinveld attendent désespérément son arrivée. Enfermés entre les barrières de montagne et les rivières d'un côté et l'Atlantique de l'autre, les animaux qui vivent ici doivent endurer un été chaud et un hiver humide, tout en attendant la brève trêve du printemps. Pendant l'été, le Seinveld est hostile et ses ressources rares. Les températures peuvent aller jusqu'à 50 degrés Celsius. Et seulement 14 mm de pluie tombent chaque mois. Ceux qui vivent ici se contentent de peu. Et la mort rôde constamment. Les plus petites créatures ont fait de cet environnement leur maison. La tortue à soc d'Afrique du Sud est condamnée à déambuler dans le Seinveld. Elle se déplace péniblement à la recherche d'un abri. Robuste et téméraire, elle est capable de survivre en milieu hostile, car un certain nombre d'astuces l'aident à s'adapter à son habitat sec. Sa peau est dure et imperméable, ce qui réduit considérablement la perte d'eau. Le vent aride du Seinveld dessèche constamment tout ce qu'il rencontre. Et la tortue à soc évite autant que possible de s'éloigner des arbustes qui l'abritent.
la clé de sa survie est sa nature timide. Mais d'autres reptiles se sont adaptés pour profiter de l'abondante exposition de ces terres ouvertes. Là où d'autres cherchent à la fuir par tous les moyens, pour les lézards du Senneveld, la chaleur est source de vie et de mobilité. Ils ont le sang froid. Ils doivent donc rester au soleil afin de réguler leur température corporelle. Et ceci est autant un fardeau qu'une bénédiction. Surtout dans le Senneveld. Car pour ce lézard du Cap, cela signifie qu'il doit s'exposer aux dangers des prédateurs. Ces rochers, qui sont le lieu de villégiature préféré des lézards, sont aussi le terrain de chasse favori de la cresserelle des rochers. Mais ces rochers servent aussi de principale défense aux reptiles du Senneveld. Celui-ci sera épargné, mais peut-être pas pour longtemps, car bientôt, il devra se remettre en quête de chaleur et de nourriture. Il se sert à la fois des crevasses des rochers comme abri et de leur surface pour se prélasser. C'est une double fonction qui incite ces petits reptiles à manœuvrer constamment autour de ces rochers du Senneveld. Certaines espèces semblent avoir résolu ce dilemme de manière fort intéressante. Le lézard d'Armadie est pourvu d'une véritable armure qui recouvre son corps et sa queue. En revanche, son abdomen mou est des plus vulnérables. Il s'est donc adapté à cette particularité de la plus bizarre des façons. Il se mord la queue pour protéger cette partie du corps. Ce reptile a une autre tactique pour se protéger des prédateurs du Senneveld. Le lézard d'Armadie vit en groupe. De nombreuses sentinelles se postent, faisant face à toutes les directions. Si le danger vient du ciel ou du sol, n'importe quel lézard sera en mesure de le voir. Ils attendent protégés par les dévers des roches et s'éloignent uniquement pour manger ou pour prendre un bain de soleil. Ces groupes sont hiérarchisés. Et quand la nourriture est limitée, seuls les plus dominants en profitent. La sociabilisation chez les lézards n'est pas chose courante, et leur protection n'est pas illimitée. Alors, le lézard d'Armadie se regroupe pour trouver de la nourriture, un abri ou pour échapper aux prédateurs.
il n'est pas aisé de trouver un refuge dans le Senneveld. Seule la plus résistante des végétations peut survivre sur ce terrain difficile. Voici le fynbos du Namaqualand-Send. Il s'étend sur 110 000 hectares dans le Senneveld. C'est le plus aride des fynbos. Dans certaines zones, il survit avec une faible pluviométrie inférieure à 100 mm par an. Donc, comme tout ce qui vit ici, il déploie des trésors d'ingéniosité pour survivre à la rudesse de son habitat. Quand le courant de Benguela surgit près des côtes, il remonte de l'eau froide des profondeurs jusqu'à la surface. Les vents dominants soufflent de la terre vers la mer, chargés d'air chaud et d'humidité. L'humidité chaude heurte la surface froide de l'eau, provoquant un épais brouillard. Ici, l'océan nourrit la terre. Brouillard et vent sont présents au moins 120 nuits par an. Et ils sont une bénédiction pour les plantes locales. On estime que l'humidité fournie par le brouillard de Senneveld équivaut à 3 fois son niveau pluviométrique. Ici, la pénurie de la terre et l'abondance de l'océan se rencontrent. C'est pourquoi les plantes se sont développées pour en faire leur principale source de nutriments. Dans cet habitat, les racines de nombreuses espèces ont de nombreuses et fines divisions juste au-dessus de la terre. Ceci contribue à optimiser l'apport hydrique. Dans ces conditions, une plante des plus intrigantes fleurit dans le fynbos. La tête de méduse. Elle a hérité de ce nom en raison de ses tentacules qui sortent, tels les serpents de la tête du fameux personnage mythologique grec. Cette dernière survit à ce milieu hostile en restant en partie sous terre, laissant seules ses branches apparentes. Et il existe une créature qui a une relation inattendue avec ses flèches en serpentin. Le saurien est l'un des rares membres de son espèce à ne pas se cacher entre les rochers. Sa tête et son corps ne sont pas aplatis comme les autres lézards annelés, ce qui reflète sa prédilection pour une vie éloignée des rochers. Il a un autre moyen de se défendre des éléments et des prédateurs de Senneveld. La plante protège ce reptile comme le rocher protège le lézard d'Armadie. Sous la menace d'un prédateur, il peut se perdre lui-même dans le labyrinthe de ses tiges. Elle offre d'autres avantages utiles. Comme les invertébrés viennent aussi s'y abriter, les lézards n'ont pas à aller très loin pour se nourrir.
Le room service leur est offert en plus du bail. Les euphorbes têtes de méduse capables d'offrir ce service 5 étoiles ne sont pas nombreuses. La concurrence est donc féroce. Il existe une hiérarchie parmi les plantes locales. Celles qui sont les plus basses sont condamnées aux flèches les plus exposées. Les lézards les plus forts sont les mieux lotis. Ils se perchent là où les prédateurs ne pourront pas accéder. Cet habitat implacable aboutit à ce genre de compromis nécessaire. La rudesse a conduit ce lézard d'ordinaire solitaire à vivre en communauté. Jusqu'à l'arrivée des pluies d'hiver, le Senneveld abandonne un peu plus ses habitants. Les antilopes sauteuses vivent dans l'aridité. Elles paissent au milieu des dunes maigres et sont capables de digérer de l'herbe jeune et tendre, ainsi qu'une variété d'arbustes et de plantes grasses dont ces dernières sont bien pourvues. Mais leur principal point fort pour survivre sur ces terres est leur capacité à se passer d'eau. C'est aussi l'astuce que le plus grand mammifère du Senneveld utilise pour traverser l'été. L'élan du Cap peut vivre de longues périodes sans boire. Cette famille nomade se déplace constamment à travers le Senneveld. Il supporte très bien son habitat et sa diète extrêmement variée lui permet de s'en sortir. Mais pour survivre, les plantes qu'il ingère doivent contenir une humidité suffisante. Cette famille devra se contenter du peu qui lui est offert jusqu'aux prochaines pluies. Tandis que sur Terre, les animaux endurent la chaleur estivale, l'océan continue de faire jaillir la vie. Le courant de Benguela se déplace vers la côte et en raison de la rotation de la Terre, l'eau à sa surface se détourne du rivage. Si les vents dominants d'été s'en mêlent, alors on obtient une eau froide, riche en nutriments et profonde de 300 mètres. Comme l'eau riche en nutriments peu profonde et suffisamment déviée pour rencontrer les rayons du soleil, on assiste à une explosion de vie. Des tas d'algues flottantes apparaissent à la surface et attirent d'immenses bancs de poissons qui, à leur tour, tirent les carnivores. Parmi eux, des centaines de milliers d'otaries à fourrure du Cap et des oiseaux de mer qui viennent se nourrir. Des tas de kelp absorbent les nutriments présents dans l'eau et lavent le rivage. Tandis que les vents fouettent et battent l'océan,
Il crée une épaisse mousse chargée de matière organique. Ces nuages hydriques sont riches en matière biologique et nourrissent les zones intertidales. Un afflux constant de nutriments colonise le bord de mer sous différentes formes. Ce qui attire certains visiteurs inattendus. Le flamant rose utilise son bec pour filtrer la surface de l'eau afin d'optimiser les nutriments qu'il peut extraire. Cette particularité est mieux adaptée aux eaux d'un lac et beaucoup plus difficile à pratiquer en milieu marin. Mais il persévère afin de profiter du banquet que le littoral lui offre. Les zones intertidales sont le portail entre le Seinveld et l'océan. Et elles sont riches en nutriments. La marée emplit et désemplit les piscines d'eau de mer entre les rochers sans discontinuer. Inondés 2 fois par jour, les animaux qui vivent ici doivent être capables de composer avec 2 mondes. Une partie du temps, ils sont complètement submergés, et le reste du temps, entièrement à découvert. Certaines espèces arrivent à s'adapter à ce monde agité. Mais la plus prospère n'est pas d'ici. La moule méditerranéenne est arrivée dans les années 70, transportée par l'eau de ballast des navires-citernes en provenance d'Europe. Elle a totalement remplacé l'invertébré intertidal local en raison de sa croissance plus rapide et son rythme de reproduction. Mais ce succès a joué en partie un rôle dans la réintroduction d'un autre habitant du Seinveld. L'huîtrier de Moquin noir est une espèce sud-africaine menacée. Mais son nombre est en légère croissance. Il a entièrement adapté son régime en y incorporant cette surabondante étrangère, ce qui a augmenté sa reproduction. Pour se nourrir de moules, l'huîtrier doit attendre que la moule elle-même commence à se nourrir. Quand ils se nourrissent, ces mollusques filtrent l'eau à l'intérieur de leur coquille et pour ce faire, ils doivent relâcher leurs valves très serrées. C'est le moment que choisit l'oiseau pour recueillir ce mets délicieux. La moule méditerranéenne représente aujourd'hui 90% du régime alimentaire de cet oiseau en voie d'extinction. Et elle a contribué à augmenter la population d'huîtriers de Moquin de 30% ces 30 dernières années. Le courant de Benguela est le premier moteur de vie ici. Il détermine le nombre d'animaux aquatiques qui vivent dans la mer et fournit par ailleurs de l'humidité sous forme de brouillard et de brume pour ceux qui doivent supporter l'environnement du Seinveld. L'hiver apporte la pluie.
La terre desséchée est inondée. Le niveau pluviométrique est 6 fois plus important qu'à la saison sèche. Et alors que les nuages se dispersent et que le soleil printanier apparaît, de nouvelles vies éclosent sur la côte. Les changements de saison apportent des transformations et du relief, ce qui attire un autre habitant très particulier du Senneveld. La chenille à taches blanches des montagnes. On ne sait pas grand-chose au sujet de cet insecte. Sauf que lorsque la pluie cesse, elle sort pour dévorer les feuilles des arbustes du bush. Elle colonise ces plantes et grandit en abondance dans le West Coast National Park. Quand les mâles deviendront papillons, ils déploieront de longues ailes et des bouches imparfaites qui les empêcheront de se nourrir. Et les femelles sont tout aussi étranges. Elles n'ont pas d'ailes, leurs yeux, leur tête et leurs antennes ne poussent pas, et leurs pattes sont trop courtes pour leurs activités quotidiennes. En conséquence, elles ne quitteront jamais leur cocon, mais chercheront un mâle pour s'accoupler avec elles. Elles y pondront une centaine d'œufs et mourront. Les œufs seront cachés dans leur corps flétri tout le long du rude été et de l'hiver humide. Puis, ils écloreront au printemps, consommeront ces mêmes plantes et se reproduiront à nouveau, faisant perdurer le cycle de la vie. Cette activité frénétique est l'un des premiers signes du passage de l'hiver vers un printemps balbutiant. Le tisserin du Cap mâle commence à façonner son nid. Cet oiseau très habile le fabrique délicatement. Les mâles qui auront le nid le plus attirant seront les reproducteurs les plus performants. Une fois que le nid est prêt, ils se postent à l'entrée de leur maison et se font remarquer aux femelles qui passent pour tenter de les y attirer. Ils sont polygames. Un animal bien bâti peut séduire jusqu'à 7 partenaires si le tisserin réussit à les faire entrer tout à l'intérieur. Le moment venu, la femelle attendra dans le nid et couvra ses œufs. Mais séduire une femelle est plus difficile qu'il n'y paraît. Les mâles doivent faire constamment des efforts pour trouver des partenaires. Les tisserins ne sont pas les seuls oiseaux qui revivent à l'arrivée du printemps.
Les échassiers se reproduisent en été en Sibérie, mais quand l'hiver arctique arrive, ils entreprennent une grande migration qui se termine ici, au printemps. Le lagon de Langebaan, à l'intérieur du West Coast National Park, accueille 55 000 échassiers chaque année. Leur arrivée inaugure une période d'abondance pour le Senneveld. Ils se nourrissent de grandes quantités d'invertébrés présents dans le lagon. À eux seuls, ils en consomment plus de 150 tonnes par an. Les eaux deviennent un centre d'activité constant. Ces oiseaux migrateurs traversent la Terre pour profiter du printemps du Senneveld et de toute la nourriture que le lagon offre. L'heure est venue pour les bébés phoques d'affronter l'océan. Et certains semblent mieux préparés que d'autres. Ils doivent être capables de se débrouiller seuls au milieu de l'Atlantique. C'est un défi pour lequel leurs corps sont bien équipés. Une fois sous l'eau, les jeunes sont d'excellents acrobates aquatiques. Et c'est une qualité qui leur est très utile. Les yeux sont leurs organes sensoriels les plus importants. Ces derniers sont lubrifiés grâce à l'eau de mer, ce qui leur permet de mieux voir sous l'eau que sur Terre. Leurs moustaches sont sensibles à toutes les vibrations et les conduisent auprès de leur proie. Aussi longtemps que le courant de Benguela pourvoira en nourriture les bancs de poissons le long du rivage rocailleux, ces jeunes auront toutes les chances de chasser et de devenir adultes. Et lorsqu'ils auront 5 ans, ils viendront sur les rives du Senneveld pour faire naître une nouvelle génération. Quand les pluies d'hiver cessent et que les températures du printemps commencent à augmenter, le paysage entame sa mutation. C'est alors qu'une petite fenêtre s'ouvre d'août à septembre chaque année, durant laquelle le Senneveld renaît.
la vie et les couleurs s'emparent du paysage. Les fleurs attirent les insectes qui apportent leur inestimable contribution. Et cette pollinisation permet à ce royaume floral d'exister. Et à leur tour, les insectes attirent les oiseaux. Chaque année, des milliers d'oiseaux festoient dans les champs. Et pour l'antilope du Senneveld, l'arrivée du printemps marque aussi une brève période d'abondance. Mais sa brièveté est compensée par son éclat. La famille d'élan a patiemment attendu la mutation du printemps. Et elle est rejointe par d'autres congénères pour en récolter les fruits. Les fleurs retiennent parfaitement l'eau de pluie, ce qui en fait un mets apprécié. Le blesbok passera plus de la moitié de sa journée à les paître. Le Senneveld est le seul endroit au monde où le blesbok naît spontanément. Il est donc habitué à une grande variété de plantes parmi ce biome floral. Durant cet été long et aride, le zèbre de montagne du Cap a été obligé d'abandonner ses pentes grasses préférées pour manger des feuilles et des arbustes moins nombreux. Mais maintenant, il revient dans les pâturages ouverts. La terre donne généreusement à tous ceux qui ont patiemment supporté les longs mois de sécheresse. Le printemps au Senneveld est une respiration. Le paysage, qui est pauvre et inflexible presque toute l'année, se mue en un tapis de couleurs et de vitalité. C'est un cadeau de bienvenue pour tous ceux qui ont dû endurer les étés torrides et les hivers rigoureux. Mais l'océan est la véritable épine dorsale de ceux qui vivent ici. Si la pluie se fait rare, il produit de l'humidité sous forme de brouillard. Et pour ceux qui vivent dans la mer, l'abondance des ressources assure une activité bouillonnante. Le Senneveld est une délicate interaction entre terre et océan. Et cette interrelation est quelque chose dont chaque habitant, de la plus petite plante
au reptile le plus étrange, au plus charismatique des mammifères, peut profiter. Vivre ici, c'est vivre entre deux mondes, et le résultat donne un habitat qui mêle délicatesse et hardiesse. C'est le Senneveld, entre terre et océan.